pour communiquer, plus besoin d'envoyer des pigeons voyageurs ni d'écrire des messages dans des bouteilles jetées à l'eau. Il vous sera bientôt possible de passer et recevoir tous vos appels par téléphone portable dans le secteur de Dembarnenhofen et Winstein dans le courant de l'été prochain. Les travaux de pose de génie civil destinés à raccorder au réseau électrique le site de téléphonie mobile situé au sommet du Finsterkopf ont été réalisés les 15 et 16 mai derniers. Le site de téléphonie mobile en fait, est la réalisation d'un plan national de résorption des zones blanches en téléphonie mobile qui avait été décidé lors du comité interministériel du développement et de l'aménagement du territoire à Limoges en 2001. Et sur cette opération qui concerne le Bas-Rhin pour 8 communes, le Conseil général du Bas-Rhin est maître d'ouvrage. Et c'est à ce titre donc, que nous sommes intervenus. Le site de Niederbronn est destiné aux communes zones blanches de Winstein et de Dambach-Neuenhofen. Ces communes avaient été classées zones blanches à la suite de mesures réalisées à l'automne-hiver 2003. Et la condition pour qu'une commune soit classée zone blanche en téléphonie mobile était que ces communes ne soient couvertes par aucun signal des 3 opérateurs. La construction d'un site de téléphonie mobile, pour le Conseil général, ne concerne uniquement les infrastructures passives, c'est-à-dire les dalles au sol qui recevront les équipements techniques des opérateurs, le pylône, le grillage, ainsi que l'amener des fluides. Par fluide, on entend donc l'amener du téléphone et l'amener de l'énergie électrique. Suite à la demande du Conseil général pour le raccordement de cette antenne qui est donc au lieu-dit de Finsterkopf, la régie a été sollicitée donc pour le raccordement électrique. Et donc c'est l'entreprise Pautler de Merzwiller qui a fait les travaux pour le compte de la régie. On a fait le choix de poser un câble HTA, qui veut dire un câble haute tension en 20 000 volts, en partant du Risac, qui est juste à la sortie de Niederbronn, jusqu'au Finsterkopf. Donc ce qui nous a fait poser environ 2600 mètres de câble haute tension et un poste de transformation, petit poste de transformation en haut à l'antenne. L'accès dans la forêt était assez difficile avec des camions, avec des tractopelles, donc l'entreprise a fait le choix de faire la pose avec une trancheuse dans la forêt. Une trancheuse assez spéciale puisque celle-ci permet d'enfouir directement le câble HTA, donc haute tension, d'enfouir avec ça les tubes PEHD qui sont des tubes qu'on utilise aussi pour de l'eau, qui ont une bonne résistance mécanique dans laquelle on peut souffler des fibres. Donc cette machine permet de poser tous les réseaux en une seule fois dans une tranchée, donc fait d'ouverture, la pose des réseaux et la fermeture à l'arrière. Il suffit juste d'un petit tractopelle pour finir la fermeture et pour charger le chariot avec du sable. Ça c'est sur la partie qui monte en forêt. Sur la partie qui est le long de la route, on a fait les travaux avec une trancheuse traditionnelle, donc une petite trancheuse, parce que l'accès était plus facile pour les camions et pour les tractopelles. Sur le chantier, on est une dizaine de personnes. Il n'y a pas mal de manutention. C'est-à-dire il faut manipuler les tourets, aussi bien le câble haute tension que la couronne de PEHD. La fonction principale de la trancheuse, c'est de faire une tranchée et de pouvoir, comme je le disais avant, pouvoir mettre tout de suite les câbles et les tubes, s'il le faut, à l'arrière. C'est-à-dire qu'avec une seule machine, qui est vrai, qui est conséquente, qui a un coût conséquent aussi à la pose, de travailler rapidement et de fermer tout de suite à l'arrière comme il se doit. C'est des travaux importants, parce que la distance était conséquente. C'est des travaux de ce type exceptionnels, c'est vrai pour la régie, parce qu'au niveau géographique, on n'a pas autant besoin de ce type de machines qui sont surtout utilisées pour des poses de réseau à travers champs ou dans la forêt. Donc nous, on est quand même plutôt en urbain ou dans des villages, donc on utilise assez peu ce genre de machines. Les opérateurs, quant à eux, se sont engagés à équiper le site sur leur denier d'équipements, ce qu'on appelle équipements actifs. Les équipements actifs étant considérés comme étant l'antenne qui viendra sur le pylône, les baies radios qui seront posées au pied du pylône et les câbles qui relient les deux.
Le premier opérateur qui s'installera sur ce site, normalement, devrait mettre en service ses équipements courant de l'été, voire fin de l'été de cette année. Les autres opérateurs devant arriver immédiatement après. Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, l'association Alsace etc. a proposé un cours de dialecte alsacien plutôt original. L'auteur Yael Hassan est venu rendre visite aux élèves de CM2 et de 6e de Reichshofen. Et enfin nous irons faire un tour à Winstein pour une journée artistique. Mardi 12 juin a eu lieu à la salle polyvalente de Gundershofen un cours de langue en alsacien un peu particulier. Après l'appel des élèves et la constitution de groupes de travail, on va pouvoir commencer à cuisiner. Pour assimiler un cours, c'est beaucoup plus agréable d'être mis dans une situation dans laquelle on va utiliser ce qu'on peut, ce qu'on sait, ce qu'on connaît pour évoluer dans le cadre de l'alsacien. L'atelier n'a pas un objectif de cours. On essaie de décomplexer les gens et essayer de leur montrer qu'on peut utiliser l'alsacien dans la vie de tous les jours. Et au menu ce soir, tarte flambée et pizza. L'occasion d'apprendre les noms d'une multitude d'ingrédients en alsacien. Donc on va essayer de voir ensemble comment s'appellent les différentes choses, de voir comment on dit j'aime ceci ou je n'aime pas cela. Aussi d'exprimer qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà, alors c'est un programme très très ambitieux. Je ne pense pas qu'ils assimilent énormément. Ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent beaucoup de plaisir et qu'ils associent l'alsacien à quelque chose qui leur fasse plaisir. Pour qu'en fait, ce soit juste un moteur, un catalyseur qui va les entraîner vers une demande. Pour que les enfants demandent à leurs parents, voilà, dis-moi comment ça s'appelle en alsacien, dis-moi comment je dis ci, comment je dis ça. J'arrive presque à dire que les noms des animaux pour l'instant. Des sèches, un cots. C'est un chat. Ce cours de cuisine en alsacien est une initiative originale de l'association Alsace etc. Cette association, qui existait sous l'égide de la MJC de Dambach-Neuhofen, a pris son envol en janvier 2007 pour s'établir comme association indépendante à Gundershofen. Elle peut ainsi aujourd'hui rayonner sur un secteur plus important allant de Haguenau à Niederbronn et peut prétendre à des aides à la formation. Car Dominique Schmid n'enseigne pas que pour les enfants, elle donne aussi des cours de dialecte alsacien aux adultes. On espère toucher donc des milieux professionnels tels que les milieux hospitaliers, c'est-à-dire des milieux qui ont surtout affaire à des personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'il y a un réel manque de communication en dialecte vers les personnes âgées, notamment les milieux hospitaliers, je dirais même la branche coiffure, là, tout ce qui touche aux services, aux prestations de services. Et ensuite, il n'y a pas que le cours dialecte, il y a également d'autres cours de langue, cours d'anglais, cours d'allemand.
espagnol peut-être dans un futur assez proche, mais on espère évoluer dans ces directions-là. On va essayer également de développer une branche culture alsacienne à travers des activités qu'on mettra en place à la rentrée ou en début d'année prochaine, donc début 2008, notamment à travers divers salons, divers apéritifs, je dirais des apéros langues déjà, des apéros culture, enfin ce genre de manifestations. La classe de 6e D du collège Françoise Dolto et le CM2 de Reichshofen ont accueilli jeudi 14 juin l'écrivain Yael Hassan. Les deux classes avaient étudié son livre « Sacré Victor ». L'après-midi a été l'occasion de faire se rencontrer 6e et CM2 et sous forme de jeu de loi, ils ont pu poser toutes les questions qu'ils souhaitaient à l'auteur. 5. Littéraire. Combien de livres avez-vous écrits? Alors avec ceux qui vont sortir à la rentrée, j'en suis à 36. J'écris beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, j'écris beaucoup sur le racisme, l'antisémitisme. Mais ce que je voudrais, moi mon but c'est de leur faire avoir du plaisir en lisant des livres. S'ils en retiennent un message particulier, tant mieux. S'ils ne le retiennent pas, ce n'est pas grave non plus. Moi je raconte des histoires, je suis une raconteuse d'histoires. Et j'essaie de faire en sorte que ces histoires les touchent tout simplement. Quant à l'histoire de Sacré Victor, il a beaucoup plu aux élèves parce que c'était très proche d'eux. C'est une classe qui lit des livres, qui fait venir un auteur. Pour désigner quel auteur va venir, il fallait faire des fiches de lecture. Et celui qui a gagné, il avait pris Victor Hugo comme lecteur. Auteur. Enfin, comme auteur, oui. Et puis, il ne savait pas comment le faire venir. Parce qu'il était mort. Donc il essaye de trouver des sosies, il essaye de trouver une solution de rechange. Donc à un moment, il se retrouve avec 3 Victor Hugo. C'est pour ça qu'on a fait le sketch aussi avec le faux Victor Hugo. Et le rayon du ciel qui me vient de tes yeux. La lecture de ce livre a donc été l'occasion pour les enfants de découvrir un auteur contemporain, Yael Hassan, et un auteur d'œuvres classiques, Victor Hugo. Ils avaient pour l'occasion mis en musique une de ses poésies. Avant de clore l'après-midi par un goûter, Yael Hassan a lu aux élèves son dernier poème illustré qui sortira au mois de septembre. En exclusivité pour la 6e D et les CM2 de Reichshofen. Le soleil brille, les oiseaux pépient, dans les marmites mijote le festin mitonné par Reiselet. Et puis l'hiver est arrivé dans la maison de Saralé. Un mauvais grain, un vent malin, crachin, embrun, chagrin. Par la lecture de cette histoire qui parle de la Shoah, elle a amené les enfants à se remémorer cette période. Ils sont partis pourquoi? À l'heure où la cloche a sonné, adultes et élèves sont repartis ravis de cette expérience. Je trouve que ça a été super bien préparé, que voilà, ils se sont prêtés au jeu, aussi bien l'instituteur que les documentalistes, que le prof de français. Je trouve ça vraiment très sympa. Comment vous avez trouvé l'après-midi? Génial. Bien, très bien, ouais. C'était super, mieux qu'on pensait. Le dimanche 10 juin, artistes peintres et touristes se sont donné rendez-vous à Winstein. Promeneurs et amateurs d'art pictural ont pu se balader toute la journée à la découverte d'une quarantaine d'artistes d'horizons variés. Nous avons rencontré pour vous certains d'entre eux. J'ai ça en moi depuis plus de 30 ans. Donc je travaille sur châssis, sur bois, sur verre, sur tuiles. Je fais des tuiles pour particuliers. Et donc j'expose maintenant depuis 3 ans. Je peins depuis une quinzaine d'années avec un professeur, Théo Sauer. Mais je m'amuse aussi un petit peu à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, là, que j'ai installées en face, avec des recherches un petit peu cosmiques. Alors des fois je m'amuse à peindre en négatif. Je suis un amateur, tout simplement. Je suis autodidacte. Je n'ai pas d'association où je vais régulièrement. Je n'ai pas de groupe d'amis où je peux me joindre et peindre une fois par semaine, voire plusieurs fois en site. Non, je peins chez moi. Voilà. Qu'ils soient débutants, adeptes de l'aquarelle ou peintres chevronnés, c'était l'occasion pour les exposants de présenter au public leurs talents et leur manière de peindre. Je fais du lavis, donc c'est monochrome. Alors ça peut paraître un peu plus facile, bon il n'y a pas de faute de couleur, hein. Mais alors
il est important de trouver les valeurs. Voilà. Donc c'est l'opposition du clair et du foncé. C'est souvent les parties claires qui se détachent du foncé et donc qui avancent. C'est une question de trouver des distances comme ça. Et puis il faut dire que je viens ici depuis beaucoup d'années et puis que je connais l'endroit par cœur. Alors on essaye de faire autre chose, de ne pas toujours faire pareil. Voilà. Mais c'est toujours avec un grand, grand plaisir parce que tout est sympathique à Wittgenstein. Je fais de l'aquarelle sur toile, oui. Ça me plaît beaucoup parce que c'est très spontané au niveau du geste et tout ça. Et on a quand même cette élasticité de la toile qu'on n'a pas sur le papier. Donc il y a une sorte de réponse du support, quoi. Au niveau de la création, moi c'est de l'art figuratif. Actuellement, j'essaye de faire un peu de surréalisme, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. C'est plus de l'illustration qui me tient à cœur. Voilà. Il suffit d'un détail parfois qui vous met la puce à l'oreille, si j'ose dire, et puis à partir de là, on brode. On interprète, on prend un motif comme une maison, puis on fait autre chose autour. Oui. On adapte. On ne soit pas la réalité à 100%. C'est une sensibilité qui doit passer à travers. Là, ça fait la 2e année, parce qu'en fait, je ne connaissais pas, puisque je peins depuis 3 ans, donc au niveau de l'exposition. Et donc, Wittgenstein, j'ai fait connaissance en faisant de la prospection auprès des mairies. Voilà. Et donc, les mairies sont très conviviales, accueillent les amateurs. Sincèrement, au niveau de notre exposition, nous avons droit en plus à une journée particulière. Ça fait 2 ans que je le fais au Wittgenstein et on a du soleil. On a un site magnifique, les gens sont très nombreux à ce niveau-là, donc il y a du passage, les gens sont intéressés. Alors que dans des expositions fermées, on va dire, où le public est moins intéressé. Une peinture un peu particulière, la peinture sur verre. Dans une peinture sous verre, on travaille différemment par rapport à une peinture classique sur toile. C'est-à-dire qu'il faut démarrer avec les petits détails pour terminer avec le ciel dans un paysage par exemple. Alors que dans une huile traditionnelle, on démarre toujours par le ciel. Il faut travailler en négatif, hein. Il faut travailler à l'envers, disons l'image elle apparaît de l'autre côté, quoi. Il ne faut jamais oublier une chose, disons la première couleur que vous appliquez, la première couche que vous appliquez, c'est la couleur qu'on voit de l'autre côté, hein. Si vous mettez du rouge et par-dessus vous mettez du jaune, hein, on verra du rouge parce que bon, c'est par transparence, c'est la première couleur qui apparaît, hein. Donc on n'a pas droit à l'erreur, si simple. Les flâneurs ont évolué d'un chevalet à l'autre sur plusieurs parcours couvrant pratiquement toute la commune. J'habite pas loin de Strasbourg et je regarde toujours dans l'actualité toutes les manifestations artistiques parce que moi-même je suis intéressée, je peins aussi. Donc dès qu'il y a quelque chose à voir, je fais les kilomètres et je viens regarder. Et c'est la première fois que je vois des gens qui se mettent dans la nature, qui peignent directement ce qu'ils voient. En général, ce sont des expositions de tableaux qui sont mis dans les galeries. Dans les galeries ou même le Quai aux Arts à Strasbourg que je ne rate jamais. Et le côté intéressant, c'est de voir les gens directement à l'œuvre et de voir la progression du travail. Pour clore cette belle journée, les œuvres du jour ont été exposées sur la place du village et une grande tombola permettant de gagner des tableaux peints par les participants a remporté un vif succès. Et pour les passionnés de peinture, rendez-vous l'an prochain pour la 20e édition.